respiratoire, mais il peut s'agir aussi de réinsertion économique et sociale dans d'autres pathologies. Maintenant, nous allons nous axer sur la prévention primaire du coronavirus en disant qu'elle est axée sur l'environnement, les comportements et les habitudes de vie, notamment sur les comportements et les habitudes de vie. Et il y en a deux volets, un volet individuel et un volet pour les données de la sphère et la contamination interhumaine. Il y a aussi les mesures dites barrières, le masque qui empêche la personne de vous toucher au visage, de vous éternuer au visage. Et il y a aussi la fameuse distanciation physique qui est aussi une distanciation sociale, malheureusement. Maintenant, nous venons de parler de la prévention primaire individuelle. Maintenant, voyons très rapidement la prévention et très rapidement la prévention primaire collective et qui est plutôt de l'ordre de la quarantaine. Nous préférons dire la quatorzaine parce que de manière générale, on confine les gens et notamment quand on y a une suspicion, c'est pendant 14 jours. Mais disons que cette prévention primaire collective comporte la fermeture et le contrôle des frontières terrestres, aériennes et maritimes, le confinement que tout le monde connaît, qu'il soit partiel ou total, et aussi la fermeture des institutions de formation et des lieux de travail comme les écoles, les usines, l'administration publique et privée, et aussi les marchés plus ou moins. Et puis, il y a le couvre-feu. Donc, voilà les éléments de la prévention primaire collective. Maintenant, ça, c'est la première pandémie. Ça, c'est la première pandémie et celle qui est visible. Mais à côté, il y a une deuxième pandémie, c'est celle de la stigmatisation et de la discrimination qui renforce la première. C'est d'elle que nous allons vous parler en priorité ce soir. Donc, d'abord, passons à la définition. Le terme stigmatisation vient du latin stigma. C'est un processus qui vise quoi? À discréditer, à dévaloriser soit une personne, soit un groupe de personnes, mais en mettant l'accent sur une caractéristique donnée qui est souvent une caractéristique négative. Ensuite, la deuxième étape, c'est la discrimination. Alors, le terme discrimination, eh bien, discriminer, c'est discerner, c'est une opération intellectuelle que tout le monde fait. Et discriminer, c'est discerner, c'est distinguer quelque chose de l'autre, mais et en fonction souvent de critères définis. Cependant, la discrimination peut être neutre, elle peut être positive, comme quand on accorde un prix à quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles, c'est une discrimination positive, mais elle peut être aussi négative. Et dans le cadre de notre présentation aujourd'hui, il s'agit de discrimination négative, car la valeur accordée aux critères est une valeur plutôt négative. Donc la discrimination et la stigmatisation constituent un véritable couple. Maintenant, il existe plusieurs types de stigmatisation et de discrimination. Évidemment, il y a la discrimination raciale ou de couleur, et nous connaissons l'histoire de George Floyd, une histoire très récente. Mais il y a aussi la discrimination qui est liée à la classe, au statut social, la discrimination intellectuelle, la discrimination liée au genre que tout le monde connaît, ou à l'orientation sexuelle, ça existe aussi. Mais il y a aussi la discrimination qui est en rapport avec la santé, et c'est d'elle que nous allons parler davantage aujourd'hui. Mais quelles sont les conséquences de la stigmatisation et la discrimination? Pourquoi il faut éviter la stigmatisation et la discrimination? C'est parce que ça entraîne des conséquences négatives sur l'individu, sur la population et sur la gestion de l'épidémie et des épidémies en général. Et l'une des premières conséquences, c'est la violence. Et cette violence s'exerce souvent à l'encontre des personnes infectées, ou bien que l'on suppose être infectées. Nous connaissons l'histoire de ce professeur d'université en Haïti qui avait failli baisser la porte. Nous connaissons aussi d'autres cas de personnes comme à Lamentin, où on a incendié la maison d'une personne qui était prétendument infectée, et la personne est morte, bien entendu. Donc, à part cette violence
qui généralement cherchent un bouc émissaire. Parce qu'un bouc émissaire, c'est comme dans le temps, dans l'Antiquité, eh bien, on pensait que le bouc émissaire, on prenait un animal et puis on estimait que cet animal-là portait tous les péchés, toutes les fautes de la population, et puis, ou bien on le tuait, et puis on le fait, et on pensait que tout allait se calmer. Mais c'est la même chose. La violence, justement, part de la stratégie du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un, il faut qu'un groupe de personnes soit considéré comme dangereux et porteur de la maladie, porteur du danger. Maintenant, la deuxième conséquence liée à la stigmatisation et à la discrimination, c'est le déni. Le déni de la maladie et de l'épidémie. Ce déni peut être individuel. La personne peut être frappée par le coronavirus et pourtant dire moi je n'ai pas, je n'ai pas besoin de soins. Et ça peut exister même au niveau collectif. Maintenant, la troisième conséquence négative de la stigmatisation et de la discrimination, c'est justement le refus du dépistage et la non-recherche des soins. Ceci va augmenter la prévalence, l'incidence et aussi les décès. Et la raison, et c'est ce qui arrive aussi, puisqu'il y a souvent un manque de confidentialité non seulement dans le diagnostic de la prise en charge, eh bien, les personnes ne vont pas se faire dépister et quand elles peuvent se voir indexées et elles peuvent être l'objet de violences. C'est pourquoi il est difficile de contraindre, d'encourager les gens, les personnes prétendument ou présupposément infectées à chercher à faire le dépistage ou bien à se faire soigner. Maintenant, la quatrième conséquence de la stigmatisation et la discrimination, c'est aussi, c'est à la fois une conséquence et aussi un mode de stigmatisation et de discrimination. C'est le refus de certaines structures hospitalières et parfois même du personnel de santé de soigner les personnes infectées. Là, il s'agit carrément de non-assistance à personnes en danger, bien que nous devions tenir compte du fait que ce personnel doit être aussi protégé et avoir les moyens de faire son travail. Et il y a aussi comme autre conséquence, c'est l'automédication, puisque la personne ne va pas consulter un médecin, mais bien il va prendre n'importe quel médicament avec toutes les conséquences et tout ça en genre. Et en sixième position, nous avons une autre conséquence, c'est la dépression, que les psychologues connaissent bien, l'autostigmatisation, la personne se dévalorise et il y a même le suicide. Et il y en a d'autres. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que malgré les progrès réalisés dans le domaine de la médecine et de la santé en général, eh bien, on se rend compte que les attitudes demeurent les mêmes à chaque apparition d'une nouvelle maladie ou d'une nouvelle épidémie. Par exemple, au Moyen-Âge, on se rappelle que les Juifs étaient considérés comme boucs émissaires de la peste noire, okay? La peste bubonique. Et ensuite, il y a le typhus. Nous savons que c'est provoqué par des bactéries appelées Rickettsia. Eh bien, on pensait que c'était que les Juifs étaient porteurs du typhus. Et d'ailleurs, la propagande nazie a utilisé le slogan juif égale typhus, justement pour favoriser la persécution et pour promouvoir l'holocauste des Juifs. Le choléra au 19e et au 21e siècle, parce que le choléra a continué jusqu'au 21e siècle et nous avons été frappés par le choléra en 2010, eh bien, c'est la même attitude, que ce soit à l'extérieur ou en Haïti. On se rappelle les plus anciens, c'est vrai. Okay? Lors de la grippe n'était pas espagnole, cette grippe était apparue à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, comme les belligérants ne voulaient pas que l'adversaire croit qu'ils étaient plus faibles, eh bien, à ce moment-là, ils faisaient le silence sur cette grippe. Or, l'Espagne, à ce moment-là, était dans une position de neutralité. Eh bien, l'Espagne a fait décrit cette grippe. Mais l'Espagne a été à ce moment-là l'objet de stigmatisation et discrimination. Et on a même dit que cette grippe, c'était la grippe espagnole, alors qu'en réalité, cette grippe frappait beaucoup les belligérants des deux camps. Okay? Donc, y compris l'Espagne, bien entendu. Et ensuite, avec le VIH-Sida, plus récemment, nous avons connu
la stigmatisation et la discrimination. Là, nous sommes au XXe siècle et on se rappelle justement de ce médecin formidable qui travaillait à l'OMS, Jonathan Mann, et qui a lutté considérablement contre la stigmatisation et la discrimination. Et aujourd'hui, en 2020, avec le SARS-CoV-2, on a encore la stigmatisation et la discrimination. Ça veut dire que rien n'a changé. L'être humain reste le même. Les comportements moyenâgeux restent encore d'actualité, évidemment avec des variantes en fonction des populations. Mais en fait, les comportements humains n'ont pas tellement changé malgré l'évolution, soi-disant, scientifique de l'humanité. Maintenant, attaquons-nous aux causes de la stigmatisation et la discrimination. Comment comprendre cette stigmatisation et discrimination? Eh bien, la première cause, c'est l'égoïsme. En fait, l'égoïsme consiste à ne voir que sa petite personne. Il y a peut-être un égoïsme un petit peu plus réduit, c'est l'égoïsme familial. Je vois uniquement ma petite famille. Mais l'égoïsme aussi comporte des degrés. Et le degré le plus fort, c'est l'égocentrisme. C'est-à-dire, c'est moi seul qui existe, l'autre n'existe pas. Donc, l'égoïsme représente une des causes fondamentales de la stigmatisation et de la discrimination. Et nous verrons tout à l'heure que même les méthodes de protection, les messages de protection, eh bien, sont empreints d'égoïsme. L'autre volet, l'autre cause de la stigmatisation et de la discrimination, c'est la peur. Et quand cette peur est généralisée, c'est la panique. Et cette panique est encouragée justement par ce que nous appelons l'infodémie. Ce n'est pas nous qui l'appelons, parce qu'on appelle l'infodémie, c'est-à-dire une exagération des informations. On dirait qu'on est en guerre. Chaque jour, on nous donne le nombre de victimes, le nombre de morts, mais sans tellement mettre accent sur les guéris, bien que ces jours-ci, il y a un petit qui soit fait. Donc la peur et cette panique aussi, c'est encore une épidémie dans l'épidémie de stigmatisation et discrimination. Et puis le troisième volet, c'est l'ignorance, le fait de ne pas comprendre comment se transmet la maladie. Okay? Donc ce sont les trois facteurs qui en synergie provoquent cette stigmatisation, discrimination. Maintenant, nous allons voir, Là, il y a quelqu'un qui a... Donc, nous allons voir maintenant que... Nous allons voir maintenant que la stigmatisation et la discrimination existent même dans les principes de prévention, les principes de santé publique. Quand on voit l'histoire de la quarantaine, on se rappelle l'histoire à l'époque de la peste et comment à Venise, on empêchait les autres bateaux de rentrer. Et on se rappelle même qu'en Californie, il y avait une épidémie et à ce moment-là, il y avait un vaccin qui n'était pas un vaccin, qui était une épidémie de typhus. Et à ce moment-là, on a obligé les Chinois à utiliser ce vaccin qui était encore très dangereux. Donc, ça veut dire que l'autre n'a pas d'importance. Donc, maintenant, la quarantaine, en quoi consiste la quarantaine? Pour revenir, pour préciser, la quarantaine consiste justement à isoler les personnes infectées ou que l'on présume être infectées des autres que l'on considère comme des personnes saines. Et ça entraîne très souvent la stratégie du bouc émissaire. Donc, c'est ça la quarantaine. La distanciation physique et sociale et les mesures dites barrières comme le masque, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on a vu que c'est toujours le même procédé. Eh bien, tout ça entraîne la peur de l'autre. Tout ça entraîne la peur de l'autre. Et il y a une question de dosage qui est difficilement mesurable. On arrive difficilement à doser cette peur, cette distanciation. L'autre, c'est le danger. Donc, tout ça, ce sont des facteurs. Ces principes de prévention même sont porteurs de la stigmatisation, des germes de la stigmatisation et de la discrimination. Même le contenu des messages. Et les messages mettent surtout l'accent sur la nécessité de se protéger, sur l'urgence de se protéger contre l'autre, mais jamais sur la compassion et la solidarité. Bon, évidemment, il est vrai qu'il y a eu un petit changement, et au niveau du ministère de l'Éducation,
Et tout le monde a pu voir que dans tous les messages, on disait non seulement il faut se protéger et protéger les autres, au niveau du ministère de la Santé, il y a aussi cet effort qui se fait, mais la tendance, c'est toujours de mettre l'accent sur sa petite personne et souvent au détriment de l'autre. Maintenant, toujours en ce qui concerne les liens entre la stigmatisation et la discrimination et les principes de prévention, par exemple, même le dépistage, quand on se présente à un centre de dépistage, c'est vrai, on vous isole, parce que, encore le principe de la quarantaine, on vous isole et en attendant que l'on vous met en quarantaine, la quarantaine sur petite prison, qu'on le veuille ou non, c'est une violation des droits individuels, certes au profit de la collectivité, mais souvent, les gens qui se présentent au centre de quarantaine, au centre de dépistage, et puis on finit par les identifier et ils sont souvent l'objet de stigmatisation, de discrimination. Et le statut est dévoilé très souvent, et au début, c'était le cas. On se rappelle que les gens en Haïti ne croyaient pas à cette épidémie, eh bien, il fallait montrer aussi que l'État fait quelque chose. Et à ce moment-là, on montrait, même si on ne montrait pas directement les gens, on dit, ah, nous avons un cas à tel endroit, 2 cas à tel endroit, et la population se donnait à cœur joie, bien sûr. Cela ne veut pas dire que c'était une indication, mais cette façon de faire, le fait de vouloir à tout prix montrer qu'on est en train de faire quelque chose, eh bien, ça avait des conséquences négatives et ça entraînait la stigmatisation et la discrimination. Et l'absence de confidentialité est un élément aussi fondamental. Ça vous pointe du doigt. Quand quelqu'un fait son test, tout le monde sait. Tout le monde connaît le résultat de son test. Alors, et cet individu est souvent la cible des personnes qui ne comprennent pas et qui sont toujours à l'affût de la violence. Donc, nous dirions même, pour aller très loin, que les concepts même de santé et de maladie de personnes à risque si fréquents, si connus en santé publique, et ce sont des concepts qui sont en eux-mêmes porteurs des germes de la stigmatisation et de la discrimination. Donc, c'est encore la question de dosage, la question de l'action juste. Maintenant, si nous arrivons aux questions pratiques, que faire contre la stigmatisation et la discrimination? Pour nous, l'une des meilleures façons de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, c'est de libéraliser progressivement, peut-être progressivement, notamment c'est le PCR qui est le test le plus sûr, c'est de libéraliser le test de dépistage tout en effectuant un contrôle de qualité. Pourquoi? Parce que nous avons toujours voulu contrôler. C'est vrai qu'il faut contrôler, mais progressivement, il faut libérer. Pourquoi? Mais en faisant un contrôle de qualité. Si une personne veut connaître son statut vis-à-vis du coronavirus, la personne peut se rendre à un endroit, à un centre, un médecin traitant, un médecin personnel, il peut même débourser un petit quelque chose, mais à ce moment-là, il a accès en secret à son examen et son résultat. C'est pourquoi ça nous permet justement de tomber dans la deuxième recommandation. Il faudrait rendre confidentiel le dépistage du coronavirus qui devrait être assisté à une assistance conseil, pré- et post-test, comme cela faisait et comme ça se continue de se faire dans le cadre du VIH. Ça doit être confidentiel. Et enfin, troisièmement, nous recommandons aussi une campagne intensive. Et nous sommes en train de le faire sans vraiment vouloir faire le plaidoyer chapelle pour le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale met l'accent justement sur la question de la stigmatisation et la discrimination. Okay? Et il faudrait mener une campagne large, intensive, à la fois éducative, préventive et même punitive à l'encontre de la stigmatisation, de la discrimination, de la violence. Parce qu'il y a c'est finalement un véritable trio. Cette campagne devrait impliquer fortement les personnes infectées, affectées, j'ai oublié la virgule, vous pouvez ajouter pour moi maintenant si vous voulez, et les personnes infectées, les personnes affectées, et les personnes guéries. Et le témoignage des personnes guéries est fondamental. Et
Je pense que ceci peut aider énormément à combattre cette stigmatisation et la discrimination. Mais il faut pas que ce soit seulement en Haïti qu'on a la stigmatisation et la discrimination. Dans les pays où il y a une législation forte, ça se fait aussi. Il y a eu la discrimination contre les Chinois, même des pays avancés, vous savez. Mais chez nous, et comme nous sommes très sujets à la violence, nous sommes très portés à la violence et qu'il y a une absence de législation. Donc, les gens peuvent donner libre cours. Maintenant, la quatrième recommandation, c'est d'accorder une attention spéciale aux personnes les plus vulnérables. Parce qu'on sait que d'une manière générale, ce sont surtout les personnes âgées et avec les personnes avec une autre pathologie ou comorbidité, que ce soit une maladie immunodéficiente et comme le diabète ou bien une infection à VIH, mais sur ces personnes-là, ou bien une hypertension artérielle aussi, mais que ce soit pas une maladie normalement immunodéficiente. Donc, ce sont ces personnes-là qui, le plus souvent, meurent ou bien ont les complications de l'infection à COVID-19. La cinquième recommandation, maintenant, là, nous tombons dans le dépistage, c'est accorder de la prévention, le dépistage, non seulement dans la prévention, mais aussi dans le dépistage et aussi dans la prise en charge, une attention particulière aux aspects psychologiques de la maladie. Et moi, je peux vous dire que j'ai des appels et je reçois parce que je fais pratiquement de clinique, ça m'arrive de voir des gens, et bien des gens qui ont surtout le problème psychologique. Quand la personne si la personne a une simple grippe ou bien s'il a une positivité au test, eh bien, la personne pense qu'elle va mourir. La personne tombe dans la dépression. Et il y a même aussi les aspects philosophiques de la chose, quand en fait, et ces aspects sont liés notamment à la peur de la mort, quand nous sommes dans une civilisation qui évacue la mort, quand l'homme vit comme s'il ne devait jamais mourir. Okay? Et c'est quand il va mourir, quand il voit la mort en face, qu'il se demande vraiment est-ce que la mort pourrait m'arriver. Donc, c'est pourquoi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre d'un projet que nous avons avec la BID, et nous sommes en train de mettre sur pied une téléassistance médicale, psychologique et philosophique personnalisée, où quelqu'un peut appeler à un numéro et là, il y aura des gens du ministère de l'Éducation nationale, des médecins, des psychologues qui seront là pour répondre à des questions. Une personne a un problème, et bien la personne peut trouver une réponse et peut appeler, et il y a plusieurs lignes qui seront disponibles. Et la personne peut appeler et peut le conseiller, et peut prodiguer des conseils à cette personne, pas seulement prodiguer des conseils, mais lui parler. Parce que la question de l'empathie, la question de la compassion est extrêmement importante dans des pathologies pareilles, dans une épidémie pareille. Sixième point, c'est de définir un protocole de prise en charge à domicile des cas non compliqués. Je sais que le docteur Delaunay en a parlé tous les jours, c'est ce qui concerne la médecine traditionnelle et autres aussi. Mais ce protocole, à notre avis, qui devrait être prôné par le ministère de la Santé, devrait être simple. Ce protocole devait être réaliste avec un bon rapport coût-efficacité. Parce que j'ai entendu que pour le remdesivir actuellement et qui a des problèmes et pour lequel l'efficacité est mise à caution, eh bien, on demande des prix énormes dans certains pays, pas en Haïti. Okay? Donc, le rapport coût-efficacité est essentiel, surtout dans un pays en voie de développement. Et il faut aussi que ce médicament puisse avoir très peu d'effets secondaires graves, car nous parlons de prise en charge à domicile de cas non compliqués. Et ceci dès le début. Quand la maladie est prise en charge au début, avec une médication assez simple, okay, à ce moment-là, et l'évolution vers les complications est beaucoup moins fréquente. Mais ceci demande aussi une définition de cas probable avec une mise sous traitement. Là, il y a une petite faute, une mise sous traitement immédiate, sous traitement en attendant les résultats de la paraclinique.
Okay. Donc, cette définition de cas probable, je crois que c'est important quand il y a des symptômes qui vraiment paraissent assez pathognomoniques de la pathologie, bien que ce soit un ensemble. Et puis pour les neurologues, on sait aussi, il y a les images radiologiques, si on peut vraiment faire une radio, les images de double interstitielle et tout ça, donc les neurologues le savent très bien. Et puis l'autre recommandation, c'est d'encourager la recherche opérationnelle relative aux anciennes molécules. C'est ce qui a été fait par le docteur Didier Raoul. Mais nous savons aussi qu'il y a toute une levée de bouclier qui a été faite sur ça. Nous ne sommes pas en train de défendre la chloroquine, mais ça, le problème que nous avons toujours eu, comment se fait-il que les médicaments que nous administrons, que tout le monde peut aider à barbare et à tribord soit brusquement est devenu un médicament extrêmement dangereux? Ça peut arriver pour des patients âgés, des patients avec hypertension, des patients avec une maladie cardiaque, mais je n'ai jamais compris et tout ça. Et puis, on connaît l'histoire de toutes ces publications fausses, okay, dans des revues prestigieuses, okay, ce qui met à mal justement l'orthodoxie scientifique. Donc, il faudrait donc justement ne pas discriminer la pharmacopée traditionnelle et aussi les anciennes molécules. Je ne dis pas forcément que ce soit la chloroquine, mais il y a d'anciennes molécules qui peuvent peut-être aider et peut-être qu'on peut essayer, qu'on peut faire de petits essais et faire des recherches et faire de la recherche paraclinique et de la recherche aussi sur la pharmacopée traditionnelle. Parce qu'il ne suffit pas de dire que tel médicament, que le gingembre fonctionne, il faut aussi donner des éléments et des petites recherches, faire de petites recherches pour montrer que ça semblerait et que ce soit ça, et au fur et à mesure, arriver à prouver davantage. Parce que le fait que ce soit la pharmacopée traditionnelle, cela ne signifie pas forcément que ce soit vraiment efficace. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès contraire non plus. L'excès contraire de la stigmatisation, discrimination de la pharmacopée traditionnelle. Maintenant, ceci nous amène à parler justement de la santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme concernant la santé? Et là, c'est là notre souci fondamental depuis notre passage au ministère de l'Éducation nationale. Donc, il faut comprendre la santé autrement. C'était justement le titre de cette série que nous avons déjà publiée dans plusieurs revues, dans le Nouvelliste et le National, et qui a été aussi publié ailleurs. C'était plutôt une série. Donc, ça nous permet de parler des déterminants de la santé. OK? Donc, en fait, notre santé serait déterminée par une pluralité de facteurs. Et ces facteurs-là interagissent les uns avec les autres et influencent de manière positive ou négative notre état de santé. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les causes derrière les causes. Évidemment, quand nous sommes dans la médecine pure, la médecine traditionnelle, quand nous sommes dans le traitement, okay, et nous oublions que pour en arriver là, il a fallu un trouble, il a fallu un déséquilibre, et ce qu'on appelle ces déterminants de la santé sont nombreux, ce sont les causes derrière la cause. Or, l'histoire que nous aimons toujours donner, c'est l'histoire du pont endommagé. Il y a un pont qui est endommagé, et puis maintenant, et on met des secouristes, on met des maîtres nageurs pour sauver les gens qui se noient. Alors qu'un jour, un ingénieur arrive et il dit réparons le pont. Donc, si le pont est endommagé, il faut réparer le pont. Cependant, ça n'empêche pas que certains nombre de personnes puissent tomber occasionnellement dans la rivière et risquent de se noyer. À ce moment-là, ce sera le traitement. Donc, si on attendait que tout le monde tombe malade et toute la population pour la soigner, on n'aurait pas suffisamment d'argent. Et c'est justement ce que vous dit la promotion de la santé. Il faut un système de soins efficace, efficient, bien organisé, mais il faut agir sur les déterminants de la santé. Et ces déterminants, j'essaie de passer
Le schéma suivant, justement, donne un aperçu des déterminants de la santé. D'une manière générale, quand nous parlons de santé, tout le monde voit seulement les soins de santé, l'organisation des services des soins de santé. Ça, c'est à droite et envers. Okay? Il y a la curation, il y a la réhabilitation, il y a la prévention secondaire ou tertiaire. C'est ça que nous voyons. Évidemment, tout le monde voit aussi la biologie humaine, parce que notre physique et votre âge, à un âge donné, par exemple, lors de la petite enfance, quand vous êtes bébé, vous êtes sujet, par exemple, à la diarrhée, aux infections respiratoires beaucoup plus. Okay? Et quand vous êtes à un âge avancé, vous avez d'autres pathologies, ce sont les maladies chroniques comme l'hypertension et les autres. Donc, l'âge a un facteur, la biologie a un rôle. Donc, on n'a pas tellement une grande marge de manœuvre sur la biologie. Maintenant, il y a l'organisation des services de santé, mais c'est ça que tout le monde considère uniquement comme la santé. Or, ce que nous oublions souvent, c'est que les comportements et les habitudes de vie des gens, et justement, c'est ce que le coronavirus est en train de montrer. C'est pas que c'est les comportements qui ont donné le coronavirus, mais il y a aussi l'environnement physique, psychologique et social, représente un autre groupe de déterminants de la santé que l'on néglige. Donc, il faut apprendre aux enfants, il faut apprendre à la population et à avoir des comportements et des habitudes de vie correctes. Par exemple, la cigarette, c'est une habitude de vie qui prédispose au cancer du poumon, par exemple. L'environnement physique, par exemple, beaucoup de gens pensent que la COVID-19, beaucoup de scientifiques, la COVID-19 est le fait du non-respect de l'environnement par l'humanité. Donc, l'environnement constitue un déterminant extrêmement important de la santé et des individus et des populations, de même que les comportements et les habitudes. Et quand nous disons environnement, on parle aussi de l'environnement économique. Et le fait d'avoir des fonds aussi, ça permet d'avoir un meilleur niveau de vie. Maintenant, ce schéma montre justement, à gauche, vous verrez, vous voyez les différents déterminants de la santé que nous avons listés tout à l'heure. Mais à gauche, on verrait, premièrement, quelle est la contribution de chaque groupe de déterminants de la santé des individus et des populations. Eh bien, on voit que ce qu'on appelle le style de vie contribue à environ 43% de la santé des individus et des populations. Donc, quand on voit à droite, on voit que ça prend seulement 1,6% du budget. Okay? Quand on voit l'environnement, quand nous disons l'environnement, c'est vaste, et c'est justement ce qu'a montré le rapport Lalonde au Canada dans les années 1974, et bien c'est que l'environnement physique, psychologique, social, économique détermine la santé des gens. Ça détermine l'environnement dans lequel ils vivent, leur niveau de salubrité, le stress et tout ça. Donc, quand vous améliorez la qualité de vie des gens, eh bien, automatiquement, vous améliorez leur niveau de santé. Je vous invite justement à lire le rapport Lalonde dont nous avons parlé largement dans notre série intitulée Comprendre la santé autour. Donc, quand on voit l'environnement, on voit que l'environnement contribue à 19%, mais ça reçoit seulement 1,6% du budget. La biologie humaine contribue à 27%, ça reçoit 7,9%, mais ça c'est le domaine de la recherche, ça on peut comprendre. Mais quand on voit le système de soins, ça contribue à 11% de la santé des populations, alors que ça gobe 90% du budget. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans le système de soins. Ça veut dire que le système de soins est un hautement technologique, ça demande beaucoup de dépenses, ça gobe effectivement des soins. Mais quand on dit qu'on va investir dans la santé, qu'on va augmenter le budget de la santé, est-ce qu'il faut uniquement investir dans le système de soins qui ne marche pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser totalement ce système de soins avant d'investir à fond et sans résultat? Donc, tout ça, c'est important. Quand on dit investir dans la santé, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on dit santé, on voit uniquement les soins? Je sais qu'il y a des médecins, des chirurgiens brillants et dans l'assistance. Le problème, ce n'est pas de minimiser le rôle des médecins, mais le problème, c'est qu'il faut agir davantage en amont et tout en organisant
correctement notre système de soins de manière à le rendre efficient, Donc, la question que nous allons nous poser, justement, est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que la lutte contre le coronavirus, c'est une guerre contre le coronavirus? C'est une guerre. En fait, nous ne croyons pas, parce que il faut bien comprendre que la santé, c'est un état d'équilibre interne et externe. Quand l'équilibre, quand à l'intérieur, quand votre organisme fonctionne bien, c'est le silence des organes, comme dirait le docteur et le chirurgien ou le riche. Okay? Mais la santé aussi, c'est un état d'équilibre entre l'homme et son environnement. Quand nous détruisons notre environnement, et à ce moment-là, c'est normal que des maladies émergentes apparaissent de plus en plus. Et c'est le cas du coronavirus et des autres. Et il y a la grippe aviaire, c'est la même chose. Quand on connaît des milliers de poulets et tout ça, donc ça se transmettait, on les poulets à la chaîne, donc tout ça. Donc le non-respect de l'environnement, ok, entraîne les maladies. Donc en fait, le virus, en fait, n'est pas contre nous. Le virus, le virus essaie aussi de se trouver et de vivre, de survivre à l'intérieur de notre cellule. Maintenant, c'est à nous de bien gérer. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas traiter quelqu'un qui est malade, on utilise des antiviraux, mais il faut comprendre que ceci résulte de non-respect de l'environnement, de déséquilibre entre l'homme et son environnement. Donc, la maladie serait donc une rupture de cet équilibre. Et il ne faut pas oublier aussi que l'être humain a plusieurs dimensions. Il y a la dimension physique que la médecine traditionnelle non seulement priorise et obnubilise le personnel médical, mais il y a aussi la dimension psychologique que l'on ne prend pas en compte. Et c'est la méconnaissance de cette dimension psychologique qui explique tout le drame que subissent les personnes qui sont infectées par la COVID-19. Et c'est le fait aussi de ne pas comprendre, de ne pas comprendre cette dimension sociale, cette dimension psychologique, de ne pas développer l'empathie. Et c'est tout ça qui explique aussi que les gens puissent aller et assassiner quelqu'un parce qu'il serait porteur de virus. Mais il y a aussi la dimension spirituelle qui, malheureusement, n'est pas prise en compte même dans la définition de l'OMS, qui définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle peut être laïque ou religieuse, mais je ne vais pas parler là-dessus, peut-être qu'il y aurait des questions. En fait, quand on a bien regardé, il n'y a que d'un côté le bien-être, le bien-être est subjectif pour utiliser un langage scientifique, et d'un côté, il y a la souffrance. Et cette souffrance, ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû à une maladie, mais la souffrance peut aussi être psychologique, la souffrance peut être sociale. Donc, autrement dit, il n'y a que ça. Maintenant, nous pensons aussi que cette pandémie de COVID-19 est une occasion de revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants. Nous avons parlé de la santé, mais comme nous avons fait, après avoir fait un coup de pied dans la santé, nous sommes en train de faire un bon coup de pied aussi dans l'éducation, nous essayons de comprendre. Est-ce que le but de l'éducation, c'est uniquement d'avoir des diplômes, d'avoir tout un cumul de savoir théorique et aussi d'aboutir à un cumul de richesse? Est-ce que l'éducation ne devrait pas viser à avoir de meilleurs êtres humains, heureux, utiles et pourvus d'un haut niveau d'éthique? Très souvent, les scientifiques, ils voient seulement le côté technique, soi-disant scientifique, mais le côté humain, le côté éthique est négligé. Et c'est négligé depuis l'éducation. Maintenant, la deuxième réflexion que nous faisons, quel serait le moyen essentiel? Le moyen essentiel, ce serait l'éducation à la vie. Il faudrait que nos jeunes apprennent ce que c'est que la vie, et ceci dès le plus jeune âge. Qu'ils aient aussi un bagage théorique leur permettant de gagner leur existence, d'avoir un bon poste, un business, tout ça c'est important, mais le jeune devrait pouvoir
et devrait pouvoir développer une compréhension de l'existence. C'est pourquoi nous plaidons pour la philosophie et la méditation pour l'enfant dès le plus jeune âge. Pas la philosophie en tant que théorie, mais la philosophie en tant que questionnement. Questionnement sur soi, questionnement sur ses gestes, questionnement sur toute chose. Okay? Donc, et ceci devrait passer, pour moi, cette éducation-là devrait passer par la compréhension de la mort, et ceci dès le plus jeune âge. Et là, je vous réfère à l'expérience de Frédéric Lenoir en France, mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler en Italie. Donc, la connaissance, à notre avis, devrait pouvoir amener la sagesse. Or, ce que nous constatons en Haïti, pas seulement en Haïti, mais dans le monde, que la connaissance, loin d'entrer de la sagesse, entraîne l'égoïsme, entraîne la violence. Et l'éducation que nous donnons à nos enfants devrait leur apprendre à vivre ensemble, à développer l'amour du prochain, la compassion. Mais ce sont des choses qui sont totalement étrangères à la science et qui expliquent une grande partie du drame que nous vivons actuellement. Et là, avant de conclure, je dirais que tout ce qui se passe actuellement dans le domaine scientifique, quand on voit des scientifiques se mettre à écrire des articles faux juste pour pouvoir acculer un autre, juste pour pouvoir faire de l'argent avec de nouvelles molécules ou bien encore de nouveaux vaccins, on se demande quel est le but de la science. Et cela, ça me permet de citer Rabelais, science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Je vous remercie. Oui, oui, je peux répondre? Je voudrais répondre à la première question du docteur Bérissier. Pardon? Non, pas vraiment. Oui, oui, donc on peut toujours mettre la présentation. Oui. Oui. Et le docteur Bérissier a posé la question à savoir est-ce qu'il s'agirait de changer de concept? Je ne crois pas, docteur Desgrifois. Et justement, c'est ça. Pour nous, tout est question de concept. Or, tout ce qui est concept, c'est de la théorie. Or, cette théorie, quand elle n'est pas intériorisée, et pour permettre le changement de comportement, cette théorie devient utile. Ce n'est pas seulement le concept, c'est justement le reproche que nous faisions, à savoir que l'on forme des gens, on leur donne de très belles théories, mais dans la vie de tous les jours, comment ils se comportent. Or, c'est tout ça l'éducation. L'éducation de le changer les concepts de c'est peut-être une première étape, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Donc, ça ne veut pas dire que dire aux personnes, Alice, OK, on comprend, mais tout simplement, ce que je voulais dire, que le concept en lui-même porte les germes de la discrimination. Ça ne veut pas dire que quand on dit forcément, le fait d'utiliser le terme personne Alice, ça entraîne automatiquement la discrimination, mais je veux dire tout simplement que ce terme lui-même porte les germes. L'essentiel, c'est le comportement. L'essentiel, c'est l'empathie que l'on a vis-à-vis de l'autre, que l'on soigne. Pour nous, c'est ça qui est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Il y a le docteur Gentil qui pose une question. Et est-ce que la stigmatisation, discrimination serait le corollaire de toute pathologie nouvelle qui répond à la terreur? Oui, je pense que si. C'est ce que l'histoire des pandémies a montré. C'est que dans toutes les nouvelles épidémies, eh bien, il y a la peur, il y a l'ignorance, il y a l'égoïsme, et je remets justement cette diapo. Quand on fait l'histoire, depuis la peste noire, le typhus, le choléra, et nous sommes en 2020, eh bien, dès qu'il y a un inconnu, eh bien, dès qu'il y a l'égoïsme aussi, parce qu'il faut comprendre que l'éducation que nous donnons à nos enfants cultive l'égoïsme. À la rigueur, un égoïsme familial, un égoïsme nucléaire. Maintenant, le docteur Cyril Delaunay, quelle place à accorder au renforcement de l'information, l'éducation réelle de la population au sujet de cette nouvelle pathologie? Et là, docteur Cyril Delaunay, je crois que vous avez raison. L'information est essentielle. C'est pourquoi, dans le cadre de ce que, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on fait, l'information est importante. Mais il y a deux types d'informations. En fait, il y a l'information
Mais il y a le fait d'intégrer cette information dans ce qu'on fait. On connaît l'histoire du médecin qui recommande de ne pas fumer avec une cigarette ou bec. Donc, ça, c'est pas. Et il y a une autre chose également. Nous plaidons beaucoup pour ce qu'on appelle l'éducation non formelle. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré une politique nationale d'éducation non formelle. La meilleure manière de changer le comportement des gens en général, c'est à travers l'éducation non formelle. Ce n'est pas en récitant des choses, en ayant de belles théories. Les théories, c'est pour l'intellect, okay? Mais quand on veut faire comprendre des choses aux jeunes, eh bien, il faut faire des débats avec ces jeunes. Et c'est pourquoi dans les clubs de santé, nous organisons souvent des débats et le ministère de l'Éducation nationale essaie autant que possible de faire de l'éducation non formelle, mais c'est encore au stade embryonnaire. Maintenant, il y a quelqu'un de la Martinique, c'est Josiane Marin, qui nous a remercié pour la conférence. Merci, Madame Josiane. Il y a le docteur Yann Emito qui a apprécié l'approche intégrative de la santé. Le docteur Poitvien, si elle me permet de le citer, ne penses-tu pas qu'il faudrait penser à humaniser les soins pour les patients hospitalisés? Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut humaniser, effectivement, docteur Poitvien, les soins pour les patients hospitalisés. Parfois, le médecin voit le patient comme un numéro. Et quand les patients sont à l'article de la mort, ils sont angoissés. Mais le médecin, quand on parle au médecin de la mort, le malade est angoissé, le médecin ne voit même pas l'angoisse du patient à la mort. C'est pourquoi je suis sûr qu'il y a des psychologues qui nous écoutent là. Et il y a cette Elisabeth Klober, le docteur Elisabeth Klober-Ross, qui était une médecin suisse, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a étudié les enfants qui allaient mourir, ou bien encore qui allaient tomber aveugles. Okay. Eh bien, le docteur Elisabeth Klober-Ross, eh bien, elle est à la base de ce que les psychologues connaissent très bien, à savoir les différentes étapes les différentes étapes par lesquelles passe un patient qui va mourir ou bien qui subit un grand traumatisme. C'est le déni, dans un premier temps, la personne refuse la bête, c'est la colère, c'est la négociation. Ah, Dieu, mon Dieu, souffre pas, souffre que tu as me guérir. Si je suis guéri maintenant, mon Dieu, maintenant je vais être différent. Maintenant, il faut arriver à l'acceptation. Eh bien, justement, le docteur Elisabeth Klober-Ross, eh bien, elle est à la base du counseling. Le counseling que l'on fait dans la lutte contre le VIH-Sida. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'améliorer le rapport et soignant et patient. C'est ça. Donc, et ne pas seulement prendre en compte le volet physique en éludant totalement le côté psychologique. Mais on peut comprendre aussi le médecin, parce que le médecin, lui aussi, est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse. Quand il y a la mort, bon, cette affaire de mort, moi, je ne m'en mêle pas. Donc, lui, il est anxieux aussi. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'éviter l'anxiété, c'est d'éviter le sujet. Donc, je ne peux pas fustiger qui que ce soit, mais il faut comprendre que l'aspect psychologique est extrêmement important. Et je crois effectivement, docteur Poitvien, qu'il y a une discrimination négative qui contribue à la mort des patients. Moi, je dois vous dire, docteur Poitvien, je ne pratique pratiquement plus la médecine clinique hospitalière, mais je vais vous dire, je vais vous confesser quelque chose, à savoir, pendant l'épidémie de COVID-19, je ne vais pas dire ce que j'ai fait exactement. J'ai beaucoup d'amis qui, ou bien avaient la COVID-19, mais qui avaient ou bien encore qui avaient l'impression qu'ils avaient la COVID-19, qui étaient angoissés. Eh bien, ces patients-là, en fait, on a essayé un petit traitement avec très simple. Et il y en a beaucoup qui ont répondu. Je ne dirais pas que j'ai trouvé le traitement, ce n'est pas ça, non? Mais il y avait un aspect psychologique qui est extrêmement important pour cette affaire. C'est que ce n'est pas une fois que je leur dis, vous savez, cette maladie-là, c'est une infection. Vous pouvez l'avoir si vous avez une bonne immunité,
vous allez vous en sortir. N'ayez pas peur. Moi qui vous parle, il est possible que je sois infecté sans le savoir, mais j'ai une bonne immunité. Vous devez essayer de rester positif. Prenez ce petit médicament. Et là, on s'est basé sur certains médicaments qui ont été utilisés, ceux qui sont moins dangereux, qui ne doivent pas, puisque là, il s'agit de traitement à distance. Je vais vous dire que la majorité, ils ont répondu. Et là, on peut aussi utiliser les médicaments traditionnels, mais cependant, je suis pour le fait qu'on ait des preuves. Parce qu'il ne faut pas dire, je ne peux pas dire que j'ai trouvé un traitement ou bien quoi que ce soit, mais j'ai essayé, ça a donné quelques résultats. Et il y a d'autres médecins qui l'ont fait. Maintenant, il faut faire de la recherche. La même chose pour la médecine traditionnelle. Je vois un peu. Alors, je voulais dire et surtout que quand la personne veut se battre, quand la personne sent qu'elle peut guérir, et bien souvent, elle arrive à guérir. Car il faut savoir que l'immunité aussi dépend de facteurs psychologiques. C'est important. Et les psychologues, peut-être, ils vont être d'accord avec moi. Merci, docteur Delaunay. Et docteur Brunel Delaunay, mon professeur de stage que j'aime beaucoup, qui m'a posé une question. Et à quel public est dédiée l'assistance médicale, psychologique, philosophique mise en place au ministère de l'Éducation? À quel numéro de téléphone peut-on joindre ce service? Merci, docteur Delaunay. Ça nous permet de préciser parce que cette assistance est surtout dédiée aux élèves, okay, et aux jeunes que l'on arrive à identifier même pendant la fermeture des écoles. Mais ça s'étend aussi aux jeunes. Mais ça va s'étendre vraisemblablement aux parents, à des parents. Mais maintenant, ce que nous disons, nous sommes en train d'établir une filière avec le ministère de la Santé. C'est pourquoi on est en train de voir avec le CIFAS, et d'autant plus que nous travaillons beaucoup avec la direction des promotions de la santé, la direction de santé de la famille. Pour la direction de la famille, ce n'est pas spécifiquement pour la COVID-19. Donc, je pense que tout cela ne peut marcher sans une bonne collaboration entre les deux ministères, santé et éducation. Maintenant, pour les numéros de téléphone, c'est quelque chose qui est encore, quelque chose qui est encore en cours. Donc, il faut dire que la Conatel et la Digicel sont en train de travailler pour mettre pour qu'on ait des lignes téléphoniques, la Conatel et la Digicel sont en train de travailler pour qu'on ait des lignes téléphoniques auxquelles on peut répondre. Par exemple, quelqu'un a une angoisse. La personne pense qu'elle a peut-être la COVID-19, mais la personne est infectée, la personne est malade. Donc, on peut lui parler, il y a des gens qui vont lui parler, mais ces personnes-là seront coiffées par des psychologues. Et l'association des psychologues a déjà été, et on aura un médecin, on travaillera avec le ministère de la Santé aussi. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire, parce que c'est un déclenchement, comme je vous dis. Parce que le projet a été écrit, maintenant ça a été validé par la BIT, il faut le dire. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont très intéressés à ce projet. Ce sera le projet de l'État haïtien, même si ça commence avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je dois dire aussi qu'il y a le VDH, qui est le partenaire du ministère de l'Éducation nationale de l'UNIDAT, qui est en train de travailler sur ce projet et qui a déjà et qui est en train de mettre les choses sur place. Donc, je crois que, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que vous avez pu bien m'entendre, parce que le travail est plus. Je ne sais. Oui. OK. Merci, docteur Ewol. Oui, merci. Et je vais passer qu'on a docteur Rochelin, qui t'a dit un mot de remerciement. Docteur Rochelin, qu'on a un mot. Oui, c'est pas vraiment mot de remerciement, c'est au docteur Poitien. Moi-même, son petit commentaire que m'a fait sous et slide. Slide était qui était plus là. Nous quoi plus gros discrimination avec stigmatisation que dans le monde,
c'est là ils ont déporté près de 55 millions de Noirs d'Afrique pour venir mettre en Amérique. Et leur parler de Holocauste par rapport au typhus, c'est pas seulement juifs qui ont été tués, ils ont été tués des milliers de Zdigan que vraiment, moun yo pas jamais parlé de Zdigan. Donc c'est juste remarque ça m'a fait parce que ça c'était une gros stigmatisation, discrimination. Merci docteur. Merci, docteur. C'est un très bon point. Merci d'avoir attiré l'attention sur ça, c'est vrai. Parce que, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Merci. Excusez-moi, apparemment, il y a 2-3 autres questions qui viennent. Et si, par contre, si nous t'avons adressé, mais je prends une dernière question avant de docteur Poit vient faire mes réunions. Et docteur, vous êtes sous téléphone. Premièrement, je voudrais remercier le docteur Brunel Delaunay pour son encouragement. Pour le docteur Serette Delaunay, il dit qu'il faut nous libérer les barrières langue pour les jeunes, quitter au palais, apprendre ça qui est indispensable pour le monde, pour la vie, la langue, pour être capable de connaissance qui empêcher nous périr. Merci, docteur Serette Delaunay. Maintenant, en ce qui concerne, même moi, je connais que nous avons la cure, parce qu'on connaît que le fait que et pas c'est plus en français, mais qu'on y a même créole qu'on y a à apprendre, et mon linguiste dans le bureau qui est écrit créole, bien que il prend plus de temps, ok, même penser effectivement, et moi, moi, quoi tout, là, on fait formation pour jeunes, mais même si je parle en français, c'est créole, on parle avec, on discute. Parfois, on dit que, je ne suis pas d'accord avec ça, donc, parce que tel bagage, et je dois vous dire, lors du projet certification économique d'hygiène, côté nous dans tout département du pays, pas dans tout coin, non? Eh bien, ce sont les inspecteurs, les directeurs d'école, c'est eux-mêmes qui parfois donnent des idées pour nous améliorer ça n'a fait. Parce que le par exemple, on fait bagage escaté, on parle bien français. Le par exemple, on fait présentation, par un point, ben ça on a regardé et puis après on dit non, nous pas là pour nous copier, on discute. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est l'éducation non formelle, il faut apprendre jeunes, réfléchir, faire débat, bon esprit critique. Pour qu'on ait que on ne peut pas engager, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que faire ça? Ça fait que nous avons plus jeunes qui tombent dans ce débat-là. Évidemment, il y a aussi le fait que les jeunes sont désemparés, ne sont pas impliqués dans rien. Et moi, très content que le docteur Serette Delaunay parle, nous quitter, j'ai vu parler, c'est justement son série d'émissions télévisées que nous faisons. Et nous avons un groupe WhatsApp sur ça. Côté, nous pourrons faire justement, nous pourrons faire éducation à la vie jeune. Nous essayons de faire. Côté jeune, nous-mêmes, nous avons dit, vous avez fait tel bagage, mais pour qui sont les président? Qui sont les faire le président? Okay? Qui sont encore utile? Et puis, apprendre si nous gérer ville. Apprendre, par exemple, sa journée de travail, sa journée de confinement. Pour apprendre à gérer le confinement. Donc, ce sont des choses pratiques que nous ne pouvons pas apprendre jeunes. Nous pas apprendre, n'est pas ça vous dites Timoun on pas faire sexe, pas faire ceci, pas faire cela. Mais Timoun fait sexe au nom de l'amour. Est-ce que Timoun ne consacre l'amour? Qui est-ce qui discute avec de l'amour? Timoun est-ce qu'on physiologie quoi? Donc ce sont des aspects extrêmement importants. Moi je crois qu'il faut changer la façon dont nous éduquons les jeunes, sans prétendre avoir la connaissance. C'est que c'est en travaillant les uns avec les autres que vraiment on peut apprendre l'un de l'autre, qu'on peut créer une synergie pour que ce pays sorte de ce marasme. Et l'autre commentaire qui était venu pour le docteur. Oui. La période que nous vivons est une période offerte au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour changer l'éducation. Je suis totalement d'accord. C'est le plaidoyer que nous sommes en train de faire. Mais il faut comprendre aussi, quand des gens sont habitués à faire les choses d'une certaine façon, c'est difficile de changer. Par exemple, quand une épidémie arrive et que la personne, elle est dans l'éducation, mais elle voit que l'éducation est bloquée. Mais sa priorité, c'est que l'éducation reprenne. Il faut que l'éducation reprenne, mais il y a aussi une question de priorité. La santé, la sécurité, c'est d'abord ça. Et donc, encore une fois, il y a des gens qui ont une habitude, ont une certaine routine. C'est difficile de faire changer, c'est une lutte.
Mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est une opportunité en or. Mais c'est une opportunité en or pour la santé et pour l'éducation. C'est notre système de santé en général. Il faut le changer aussi. Il faut changer le système éducatif, la façon dont nous éduquons nos enfants. Je suis d'accord. Nous avons l'autre commentaire sur le téléphone là pour vous. Oui, merci. Merci, Dr. Béraud, Madame Béraud, Dr. Béraud. Oui, il y a l'association des psychologues qui offre un service gratuit au 29 19 90 00. Mais l'association des psychologues a été contactée. OK? Donc, elle sera participante. Le ministère de la Santé sera aussi, même si c'est dédié au secteur éducatif. Je crois que c'est ensemble. Et c'est pourquoi nous parlons souvent d'intersectorialité. Intersectorialité veut dire que les différents déterminants de la santé, les différents déterminants de l'éducation ne sont pas comptés par un seul secteur. Même s'il y a un secteur qui est plus porteur que l'autre, mais maintenant, ils doivent tous travailler ensemble. Et c'est l'expérience que nous avons faite pendant que nous sommes au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je crois que c'est ça. Il faut, quand on travaille ensemble, quand on a la stratégie gagnant-gagnant, à ce moment-là, on va beaucoup plus loin. Merci, Dr. Joseph. Merci, Dr. Eveillard aussi. Passez qu'on a by Dr. Poitvin. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir tout le monde. Merci, je ne sais comment te remercier, Dr. Joseph. Et ouais, pour les amis de promotion, n'est-ce pas? Pardon? Ça a été super. Non, je te remercie grandement. Je dis Errol pour les compagnons de promotion, Dr. Joseph. Oui. Énormément. Ça nous a vraiment édifié. Et ça nous a édifié, je pense, de deux ordres, notamment pour la façon dont tu as abordé qui est tout à fait véridique, et c'est ce que nous vivons dans les soins effectivement par rapport au Covid. Je te remercie aussi pour les approches que tu as proposées, et tu sembles être déjà dans les solutions au niveau du ministère de la Santé. Ça nous rassure énormément. Nous espérons que le ministère de la Santé publique va prendre également ses responsabilités avec vous et aider justement à faire l'éducation qu'il faut, aider à mettre l'assistance psychologique qu'il faut pour aider les gens. Et j'espère aussi, moi, le grand souhait que je vous fais, c'est de rester dans la durabilité. Parce qu'au point de vue environnement, on nous annonce que dans les 3 à 5 prochaines années, nous aurons vraisemblablement un autre COVID-22 qui sera encore plus sévère que celui-là. Donc, je vous souhaite vraiment de rester. Donc, c'est le moment, je pense, comme pays à faibles ressources, de nous retourner vers justement tout ce qui peut nous coûter le moins d'argent possible et qui peut nous faire aller de l'avant et sortir vainqueurs. Moi, je suis sûre que nous allons sortir vainqueurs de cette pandémie. Et la façon dont tu l'as présenté nous montre que nous avons beaucoup de chance aussi avec la population de passer outre cette épidémie, mais de passer outre aussi, de sortir vainqueur des prochaines épidémies. Donc, je te dis merci parce que tu as donné un message d'espoir et c'est ce dont nous avons besoin. Donc, merci encore. Je remercie aussi Jérémy, qui a été à l'assistance technique. C'était de bonne qualité. Je pense que tout le monde est satisfait de la qualité de la présentation. Nous avons à peu près 1h20 que nous sommes ensemble, et je ne pense pas qu'il y a eu, malgré qu'il pleut sur Port-au-Prince, on n'a pas eu de problème technique. Donc, je remercie tout le monde et nous vous attendons aussi la semaine prochaine, le 22, non, ce sera le 9 juillet, d'accord, pour une nouvelle présentation. On va parler cette fois-ci des méthodes de protection face au Covid, des méthodes de protection individuelle et collective contre le Covid. D'accord, s'il y a un contretemps ou quoi que ce soit, on vous le fera savoir, mais nous vous attendons
le jeudi 9 juillet dès 5 heures de l'après-midi. Merci encore. Merci, Erol. Merci, Jérémy. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir. À la prochaine.